Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Groz. Alors je sais, tout le monde n'aime pas ce genre de contenu, mais moi en fait j'en ai un petit peu besoin parce que ça me permet de souffler et de vous proposer du contenu où je travaille un petit peu moins, mais du coup ça me permet de travailler après plus sur les autres contenus, donc j'espère que ça va vous plaire aujourd'hui. Quel est le concept de cette vidéo? Est-ce que vous connaissez Quora? Quora, c'est un site qui permet de poster des questions et d'autres gens en fait y répondent. Alors souvent on a des gens qui sont un peu plus calés sur le domaine que de simples gens comme nous qui répondent, et du coup je trouve ça vachement intéressant, et parfois t'as aussi un peu des questions un peu drôles et insensées, et du coup je me suis dit que ce serait sympa qu'on fasse là-dessus. Donc évidemment il y a un site sur l'aquariophilie, et on va aller visiter ça tout de suite ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai hâte. Allez, c'est parti. Ok, on se met dans le bain, c'est parti. Les poissons ont-ils conscience d'être dans un aquarium? Oui, ils ont conscience qu'ils ne peuvent pas passer à travers le carreau car ils sentent toutes les vibrations de l'eau, grâce à un sixième sens, la ligne latérale. Ah ouais? C'est une ligne parallèle au corps dessiné sur celui-ci qui permet aux poissons de s'orienter grâce aux vibrations qu'ils détectent avec. Ainsi, même un poisson aveugle peut s'orienter. Ils savent qu'ils sont dans un aquarium car ils sentent que les vibrations s'arrêtent au niveau des carreaux. Oh, c'est vachement intéressant, je trouve. Donc en fait, quand on met nos poissons dans nos aquariums, ils savent qu'ils sont dans un endroit assez restreint. Donc du coup, c'est ce que on pourrait dire, c'est mettez-les dans un endroit assez grand, ils seront plus heureux, quoi. Donc c'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a des tailles à respecter dans les aquariums. Comment les poissons se comporteraient-ils dans un aquarium sans gravité? C'est une question un peu bizarre. Ils ne peuvent donc plus distinguer le bas, donc ils doivent se marrer en se croisant la tête en bas. Du moins, si les poissons ont le sens de l'absurde, ce qui n'est pas établi. Les poissons belges, peut-être. Je suis pas sûr d'avoir compris. Un poisson rouge peut-il changer de couleur si je mets du colorant dans mon aquarium? Oui, il y a des questions aussi comme ça, hein. Il y a de tout. Du colorant, non, vous risquez de le tuer, et pour le coup, comme l'a dit Xavier Desvaux, il changera de couleur. N'importe quoi. Si vous voulez qu'il ait des teintes rouges ou rosées plus éclatantes, donnez-lui des compléments adaptés. Crevettes, nourriture vivante et aliments pour poissons riches en carotène. Généralement, on parle souvent de la carotène pour les poissons qui ont besoin de pour leur donner plus de couleurs. D'ailleurs, vous pouvez voir dans les rayons, souvent quand il y a une alimentation qui est faite pour les poissons pour leur donner plus de couleurs, et en général, il y a de la carotène dedans, quoi. Un poisson peut-il voir à travers un aquarium? Donc évidemment, la réponse, moi je la connais déjà, c'est oui, parce que quand vous vous pointez avec la bouffe ou quand vous vous rapprochez de votre aquarium, il y a certains gloutons qu'on va appeler, hein. Il y a certains gloutons qui se rapprochent directement et qui sont prêts là, ils frétillent déjà alors que vous avez même pas commencé à donner la bouffe dans votre aquarium. Donc oui, ils voient à travers, mais je trouvais que la réponse était très intéressante. Oui, par contre, puisque l'indice de réfraction de l'eau 1,33 est plus élevé que celui de l'air 1,0, tout ce qu'il regarde lui paraît plus éloigné que la distance réelle. Donc c'est assez marrant, ça veut dire que, en gros, on a l'impression que quand on se rapproche de l'aquarium, eux, on est quand même déjà assez loin pour eux, et du coup, ça montre à quel point c'est des poissons qui ont souvent peur, et ceux qui ont peur, ils ont peur, mais de vous de très loin. Je sais pas si c'était vraiment compréhensible ce que je viens de dire. Sur 200 poissons dans un aquarium, 99% sont rouges. Combien de poissons rouges faut-il enlever pour réduire à 98%? La question est assez simple. Oh bah oui, tiens. 99% de 200 est égal 198. 99 divisé par 100 est égal 198 divisé par 200. Soit 198 poissons rouges et 2 poissons non rouges. Pour arriver à 98%, on a besoin que les 2 poissons qui ne sont pas rouges correspondent à 2% de notre population. 2% est égal 2 divisé par 100. Il faut donc qu'il y ait un total de 100 poissons dont 2 non rouges. On a donc besoin de retirer 100 poissons rouges de notre aquarium pour arriver à 98% de poissons rouges. Ok, on n'est pas tous... On n'est pas dans le même game, quoi, hein. Est-il possible de créer un écosystème autonome dans un aquarium? La première s'inspire d'une idée fascinante tirée de l'imagination des gens depuis que nous avons compris que les écologies étaient en réalité des écosystèmes. L'idée que si vous mettiez le bon mélange de plantes et d'animaux au bon endroit avec une lumière et une température adaptées, vous pourriez créer un écosystème véritablement autonome dans une boîte qui gère tout.
son propre gaz, ses besoins en éléments nutritifs et les échanges de déchets, mais aussi les différents cycles sans intervention de l'aquariophile. Malheureusement, ces systèmes parfaits hypothétiques sont tout simplement cela, hypothétiques. Pour réussir pendant plus de quelques jours, semaines ou si vous êtes très chanceux, mois, une intervention humaine est tout le temps nécessaire et ce pour chaque aquarium. Bien que la nature soit extraordinaire, elle est également désordonnée et parfois inefficace. Est-il contraire à l'éthique de garder des animaux dans des zoos ? Non, ce n'est pas inhumain car leur maintien dans de tels lieux peuvent sauver leur espèce de l'extinction par l'élevage. Exemple, l'oryx d'Arabie avait disparu de la nature à un moment donné et a été réintroduit avec succès dans son milieu naturel. Même chose pour le cheval de Przewalski. Alors, moi je suis pas trop dans le domaine des cyclidés, des poissons, etc. Mais je sais que y a des poissons qui ont disparu, clairement de la surface de la planète en termes sauvages. Et je sais qu'il y a des gens qui gardent ces poissons chez eux, qui ont la chance d'en avoir et qui conservent l'espèce. Et peut-être qu'un jour ils pourront vraiment la réintroduire dans leur milieu. Moi je trouve ça vraiment très important de faire ça. Comme quoi, l'aquariophilie est un hobby que pour plein de gens c'est très mauvais parce que c'est garder des poissons en captivité, etc. Mais ça a aussi des bonnes choses parce que là, c'est pas quelque chose une association, des gens professionnels, etc. C'est simplement des amateurs comme nous qui arrivent à garder des souches de poissons et peut-être que ces souches de poissons-là, on pourra peut-être les réintroduire dans des années. On entend souvent que c'est pas bien d'aller pêcher des poissons sauvages dans les rivières, etc. Mais sachez une chose que j'ai appris il y a non plus pas très longtemps, c'est que on croit tous que si on pêche des poissons sauvages, il va y avoir une extinction, mais si c'est bien réglementé, il n'y a pas de souci, parce que parfois, on peut observer que un endroit était protégé parce qu'une espèce était pêchée et que c'était important, parce que l'espèce était plus ou moins protégée grâce à cette pêche, et en fait, au bout d'un moment, l'interdiction de pêche sur cette espèce a été mise en application, et du coup, en fait, des constructions agricoles ou d'immeubles, etc. sont arrivées et ont complètement détruit et ont fait disparaître cette espèce. Donc, la pêche d'animaux sauvages n'est pas mauvaise en soi, si elle est évidemment réglementée. Donc, c'est toujours des choses un peu compliquées, on a des opinions, et parfois on n'est pas au courant de tout. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important. Autre question, alors c'est une question que je vois énormément sur internet. Peut-on mettre bêta, mâle et femelle, ou simplement mâle, plusieurs mâles ensemble, et plusieurs femelles ensemble? Et ça, c'est une question qu'on voit partout sur internet, parce que les gens aimeraient mettre plusieurs bêtas dans leur aquarium. Non, car entre eux, ils sont très agressifs. Mâles comme femelles, ils sont extrêmement territoriaux et sont prêts à tuer leur adversaire. Alors ça, c'est vrai. Tout ça pour vous dire que c'était en Indonésie, alors je sais pas où exactement. Ces poissons étaient utilisés comme combattants, d'où le nom en fait, et ils étaient utilisés comme dans des combats de rue justement pour faire des paris d'argent, etc. Donc c'est des poissons qui sont très violents, très agressifs, et en fait on voit souvent, alors là la mode en ce moment depuis quelques années sur YouTube, que ce soit en France ou ailleurs, c'est de mettre, on appelle ça les bêta sorority, en fait, c'est tu mets un groupe de femelles qui est né ensemble, à évoluer ensemble, etc. Moi, je trouve que c'est pas une bonne idée, parce que, en fait, il est possible qu'il vous arrive quelque chose. Je dis pas que ça va arriver, mais il est possible que ça vous arrive, et dans ce cas-là, en fait, le taux de probabilité est tellement important, parce que on n'est pas sur un, 10% de chance, c'est bon, quoi. 10% de chance que ça t'arrive. Non, on est plus sur une grosse probabilité que vous ayez des problèmes. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire de ces poissons? Est-ce que vous allez laisser se tuer? Est-ce que vous allez pouvoir les donner à quelqu'un, mais ça se trouve, cette personne pourra peut-être pas les prendre? Est-ce que la solution, peut-être, c'est d'avoir plusieurs bacs et te dire je tente le coup, et puis si ça marche pas, je les remets dans des autres bacs prévus à cet effet? Mais bon, c'est beaucoup d'achat de matériel juste pour garder une sororité. Donc, dans la plupart des cas, on voit sur YouTube que ça marche, mais parfois il y a des morts, et puis ça marche pas. Donc c'est pas forcément la meilleure idée du siècle, donc moi c'est quelque chose que je vais pas conseiller, même si je suis pas un bêtaphile expérimenté, etc. Pour moi, on évite ce genre de choses. Après, bon, il y a toujours des gens qui passeront outre ce genre de règles. Les poissons ont-ils soif? Ouais, c'est pas mal comme question, ça aussi. Les poissons d'eau douce n'ont pas soif, alors que ceux d'eau de mer, oui. Par pression osmotique, l'eau douce aura tendance à aller vers l'eau salée pour les adoucir jusqu'à ce que la pression des deux côtés de la membrane soit équilibrée. C'est ce qui se passe avec les poissons. La membrane, c'est leur corps. Comme quoi,
On se demande, enfin, on se dit, voilà, c'est une question un peu stupide, mais non. C'est intéressant, je trouve. Un poisson n'a-t-il vraiment pas de mémoire? Alors oui, on connaît tous le truc avec le poisson rouge. Ah, le poisson rouge, il fait 3 tours dans son bocal, il a plus de mémoire. Bon, moi je savais que c'était une bêtise, je l'ai appris après, hein, mais en fait j'ai pas d'explication, et là on en a une. On parle beaucoup d'une mémoire de 9 secondes pour un poisson, certains d'entre nous se reconnaissent. Rien n'est plus faux, et les exemples des capacités mémorielles des poissons abondent désormais dans la littérature. Les plus célèbres sont évoqués dans les liens ci-dessous. Un autre exemple concerne la question de la mémoire sociale de ces vertébrés. Les chercheurs ont évalué les capacités des poissons zèbres, d'agneaux ririo, à reconnaître différents congénères et à retenir cette information à long terme. Dans cette étude, les animaux étaient amenés à rencontrer d'autres poissons zèbres dans un environnement leur donnant accès aux informations visuelles et olfactives. Les résultats de ce travail montrent sans ambiguïté que les poissons ont manifesté de manière régulière une reconnaissance de congénères préalablement rencontrés et ce au-delà de 24 heures. Ainsi, les mécanismes cérébraux qui gouvernent la mémoire sociale à long terme existent bien jusqu'aux poissons et même voire jusqu'aux crustacés. Voilà, moi je trouve ça intéressant. Voilà, donc ça montre qu'en fait il y a bien une interaction sociale entre les poissons et qu'en fait ils se reconnaissent et on va pas dire qu'ils peuvent être genre amis, meilleurs amis, etc. Mais je trouve que ils arrivent à se reconnaître et à mon avis ils ont peut-être des choses beaucoup plus complexes qu'on ne connaît même pas. Tellement on est peu renseigné sur plein d'espèces. Quel est le poisson le plus cher au monde ? Dans les poissons d'aquarium, la palme revient à l'Arowana platine, aussi appelé poisson dragon, un poisson d'eau douce asiatique qui peut mesurer jusqu'à 90 cm. Les meilleurs spécimens se négocient entre 300 000 et 400 000 $. Ça en fait de l'argent juste pour un poisson. Bon, je pense que plein de gens connaissent pourquoi ces poissons se vendent aussi cher, parce que c'est un symbole de richesse. Hein. Ceux qui regardent des vidéos sur internet doivent déjà être au courant. Moi, je mettrais pas un prix, ce prix-là dans un poisson aussi violent. D'ailleurs, même pour les plantes, je me suis rendu compte que je mettais beaucoup d'argent dans des plantes rares qui, au final, des années plus tard, sont plus du tout le même prix, genre sont en prix normal. Et en fait, je me suis dit que ce serait peut-être pas mal aussi de calmer le jeu au niveau de certaines plantes pour ne pas continuer à ce que ce soit envahi par rapport au marché, etc. C'est que mon avis, et je déblatère sur quelque chose qui vous intéresse certainement pas. Comment les poissons sont arrivés en lac de montagne ? Ne jamais oublier que tous les espaces liquides sont visités par des oiseaux à la recherche de nourriture. Ces oiseaux, avec leurs pattes, emportent des débris animaux et végétaux et de petits animaux qui peuvent être de futures plantes, de futurs batraciens ou de futurs poissons. Donc pas besoin de tectonique, de plaques ou des travaux de l'être humain, juste le passage d'un oiseau et ça y est. D'ailleurs tous les aquariophiles possédant un bassin vous le diront, il n'y a que ce que vous mettez en place et tout ce que la nature apporte naturellement. Je regarde tellement de documentaires que je le savais un peu, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que le développement des poissons sur la planète ça a dû se faire aussi par le biais des oiseaux, etc. Petite info comme ça. Quels sont les poissons qui ont tué des humains de manière insolite ? Les aiguillettes sont des poissons qui peuvent sauter hors de l'eau et poignarder les gens à des vitesses allant jusqu'à 60 km/h. Ils ont plusieurs meurtres d'humains à leur actif. Ah ouais, ça déconne pas. Et on sait pourquoi ils sautent Non, on sait pas. Ok. Peut-être que vraiment, je pense pas que c'est pour manger l'humain, enfin je sais pas. C'est assez impressionnant. Bon, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce format de vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à me lâcher un petit pouce bleu et voilà. Et abonne-toi aussi, ce serait pas mal. Si t'es pas abonné à la chaîne, tu peux y aller, allez, vas-y. Moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, bonne semaine. Allez, ciao!